le chantage exercé par les gardiens de la révolution sur Hormuz incite quasiment tous les pays du monde à vérifier quels sont leurs moyens de pression sur les autres. C'est-à-dire que ça engendre évidemment un climat de méfiance généralisé. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du Studio Kalita pour notre magazine mensuel d'analyse géopolitique de la région intitulé Israël au cœur du Moyen-Orient, avec cette semaine comme thème au cœur de l'actualité régionale l'importance des détroits, pas seulement celui d'Ormuz, mais des détroits et des passages, des corridors aussi bien maritimes que ferroviaires ou routiers dans le monde qui sont devenus une véritable arme. Et pour en parler avec nous, en ligne depuis Tel Aviv, Yves Mamou, bonjour et shalom. Bonjour, bonjour, shalom à vous. Yves, je rappelle aux auditeurs que vous êtes journaliste, notamment spécialisé en économie, mais vous êtes aussi décrypteur de la situation régionale et vous publiez très régulièrement presque une dizaine de textes par mois sur votre blog internet qui s'intitule Yves Mamou Décryptage. On est très content de vous avoir. Là, on va donc parler de l'une de vos dernières analyses de fond, j'allais dire, une analyse géopolitique de fond, puisque à propos de la fermeture dont on parle tant dans l'actualité par les gardiens de la révolution islamique et iranienne du détroit d'Ormuz, vous élargissez le champ et vous nous délivrez une analyse dans laquelle vous dites que ces corridors ne sont pas simplement, si vous voulez, des passages géographiques, mais ce sont aussi des armes géopolitiques. Et votre article s'intitule d'ailleurs Hormuz, Malacca, des détroits qui sont des armes, dites-vous. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, et pour comprendre le mot arme par rapport à la géographie, il faut remonter à peu près à la chute du mur de Berlin. À cette époque, vers 1989, donc, les États-Unis surtout, et les Européens aussi, se sont dit qu'il s'ouvrait devant eux une période absolument merveilleuse, qu'ils n'avaient plus d'ennemis, que l'Empire soviétique s'était effondré, et que donc, désormais, ils allaient régner sur la planète avec des échanges de marchandises. Et que donc, tous les pays étaient destinés à devenir des pays, des économies libérales, progressistes, démocratiques, etc. Et donc, on est rentré dans ce qu'on a appelé la mondialisation. Donc, la mondialisation, c'est un système qui on vit, avec le blocage du détroit d'Ormuz, on vit la fin de ce système, mais pendant plus de 30 ans, ça a été une organisation totale du monde entier. C'est-à-dire que les États-Unis et les Européens ont délocalisé leurs usines en Chine. La Chine, de son côté, se disait, voyait bien que l'Union soviétique s'était effondrée à cause de l'appropriation collective des moyens de production et que donc il fallait faire autre chose. Il fallait faire autre chose. Si la Chine voulait survivre, il fallait faire autre chose que ce qu'avait fait l'Union soviétique. Donc la Chine s'est ouverte au capitalisme et elle a bien fait comprendre à la population qu'il n'était pas question de céder à la démocratie, mais qu'en revanche, les Chinois étaient autorisés à s'enrichir. Et donc, les industriels européens et américains ont investi en Chine et tout était formidable. Et on aboutit à un système qui est très extraordinaire, c'est que c'est le système du just in time. C'est que un industriel qui fabrique des voitures, par exemple, peut faire fabriquer ses portières de voitures en Indonésie, il peut faire fabriquer ses moteurs en Chine, il peut faire fabriquer sa carcasse, il peut acheter son acier en Inde, et tout ça, et tous ces produits qui rentrent dans la composition d'une voiture ou de n'importe quel autre objet, arrivaient en flux tendu vers le lieu où ces objets étaient montés pour devenir des marchandises qui étaient ensuite commercialisées. C'est un système tout à fait extraordinaire parce qu'il mobilisait des bateaux de par le monde entier, qui allaient des bateaux, des trains, des ports, c'est un système extraordinaire. Ce qui s'est cassé, Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui a changé, en fait? pardon? Qu'est-ce qui a changé, justement? Oui, c'est ça. Ce qui a changé, c'est d'abord l'élection de Donald Trump, parce que Donald Trump a compris une chose très vite, c'est que il a compris que les Américains et les Occidentaux avaient vécu sur un mythe complet, et que derrière cette façade de mondialisation heureuse, ils avaient fabriqué un monstre qui était
le Parti communiste chinois, qui était devenu tout d'un coup un milliardaire pas très gentil, pas très sympathique, qui a accumulé de la puissance, de l'argent, de la puissance, et surtout qui tentait d'utiliser les lois du système capitaliste pour assujettir à la Chine et au Parti communiste chinois l'ensemble des pays de la planète. Donc, si le système le plus simple, c'est que l'explication, l'image que je voudrais donner pour expliquer ça, c'est que quand Donald Trump a voulu rompre avec ce système, quand il a dit on va faire l'Amérique grande, grande à nouveau, on va mettre des droits de douane, on va empêcher les produits chinois d'envahir et de tuer nos industries, les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit vous voulez mettre des 100% de droits de douane sur les marchandises fabriquées en Chine et qui sont exportées aux États-Unis? Eh ben, vous n'aurez plus de terres rares. Et c'est quoi les terres rares? Ce sont des métaux qui rentrent dans la composition de toute l'électronique moderne, que ce soit les instruments les missiles, les défenses, les téléviseurs, les trottinettes à roulettes Et les ou puces les voitures. électroniques aussi, les puces électroniques, c'est ça? Oui, c'est ça. Ce sont des métaux qui rentrent dans la composition de l'électronique moderne. Et donc, les Chinois ont construit. Il y avait des terres rares. Ils n'étaient pas les seuls producteurs de terres rares. Ils n'étaient pas. Mais à cause du dumping qu'ils ont pratiqué, ils ont absolument assassiné tous leurs concurrents américains ou européens. Et ils sont restés les seuls producteurs. Donc, avec ce monopole qu'ils se sont arrogés sur les terres rares, ils tiennent ils prennent en otage l'ensemble de l'économie occidentale, tout comme les gardiens de la révolution prennent en otage les producteurs de pétrole et les consommateurs de pétrole en bloquant le détroit d'Ormuz. Alors, Donc c'est justement à ce moment-là, à la fin de cette ère euphorique un peu planante, qui a duré quelques décennies, que vous dites dans votre analyse que on a pris conscience, d'abord aux États-Unis, mais ensuite partout dans le monde, que les corridors et ces passages, il y en a une cinquantaine dans le monde, pas seulement les corridors maritimes, il n'y en a pas beaucoup, mais les corridors terrestres, et les ferroviaires, même aériens, en fait, ne sont pas, ce sont pas des passages neutres, ils sont devenus des passages avec des enjeux géopolitiques et de puissance considérables. on voit bien que effectivement le chantage exercé par les gardiens de la révolution sur Hormuz incite quasiment tous les pays du monde à vérifier quels sont leurs moyens de pression sur les autres. C'est-à-dire que ça engendre évidemment un climat de méfiance généralisé. Donc on a d'un côté, c'est-à-dire que il n'y a pas que il y a pas que les Détroits. Je veux dire, je veux dire, Donald Trump, par exemple, a viré les Chinois des ports qui étaient au niveau du canal de Panama. Il y avait un port chinois à l'entrée et un port chinois à la sortie. Il leur a fait comprendre que c'était intolérable parce que les ports, les détroits, les câbles sous-marins, les terres rares, enfin, tout est possibilité, tout peut devenir une arme et tout peut devenir un outil de chantage. Et donc, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est à une deuxième sorte de mondialisation, c'est-à-dire à une mondialisation catégorielle où, disons, la mondialisation s'organise entre pays amis et puis la mondialisation s'organise entre pays ennemis. Donc la Chine, de son côté, la Chine, elle avait un problème majeur, c'est que c'est un immense pays totalement enclavé. Et la Chine ne communique avec le reste du monde que par le détroit de Malacca, lequel détroit de Malacca est contrôlé par Singapour, qui est une puissance alliée des États-Unis. Donc, qu'a fait la Chine pendant 20 ans? Ils ont construit des circuits alternatifs, ce qu'on a appelé, sans bien comprendre ce que c'était, les routes de la soie, le Belt and Road Initiative. C'est la tentative de la Chine de casser le risque géopolitique que représentait le détroit de Malacca par rapport à sa sécurité intérieure, par rapport à son système. Donc, ils ont investi des milliards et des milliards en Afrique, en Amérique latine, en Asie évidemment aussi, pour construire des routes, pour construire des ponts, pour construire toutes sortes de Des organes de circuits. circulation, en fait, des Oui, organes de c'est ça. Ils ont communication. réorganisé pour eux-mêmes, la circulation des marchandises dans le monde. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est à des tentatives très diverses. Je veux dire, chaque pays aujourd'hui, notamment les États du Golfe, qui sont coincés avec le blocage du détroit d'Ormuz. Donc on voit Abu Dhabi qui va construire un pipeline
pour couper la bande de terre qui sépare l'entrée et la sortie du détroit d'Ormuz pour rejoindre pour acheminer son pétrole différemment. Et ainsi de suite. Et l'Arabie Saoudite aussi, dans notre région, a aussi des projets de ce genre. L'Arabie Saoudite veut construire des chemins de fer. Il y a des circuits de camions qui se mettent en place pour acheminer du pétrole. Et enfin, il y avait un système, ça montrait déjà que même sous Joe Biden, la mondialisation heureuse avait pris un coup dans l'aile parce que il y avait un projet extraordinaire qu'a sorti Joe Biden quelques semaines avant le 7 octobre et qui était un accord qui incluait les Européens, les États-Unis, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, la Jordanie, pour acheminer, et l'Inde, bien sûr, l'Inde très important, pour acheminer les marchandises, pour créer un corridor nouveau entre l'Inde et l'Europe, en passant par les Émirats, l'Arabie Saoudite, avec un chemin de fer qui était en projet pour être construit tout le long de l'Arabie Saoudite. Ce chemin de fer aurait traversé la Jordanie, aurait traversé Israël aussi, jusqu'à Haïfa, où les marchandises en provenance d'Inde auraient été débarquées sur des bateaux pour être acheminées vers l'Europe. Et évidemment, le circuit inverse était mis en place de la même manière. Et ce projet, évidemment, a volé en éclats. Enfin, disons, a été suspendu par le 7 octobre parce que évidemment, le 7 octobre a bouleversé tous les plans, a remis la cause palestinienne sur le devant de la scène, qu'il n'était plus question pour l'Arabie Saoudite de paraître pactisée avec Israël. Enfin, donc mais le projet reste dans les cartons et il est plus que jamais d'actualité. Alors ce projet, justement, cette route alternative, ces corridors alternatifs dont vous donnez quelques exemples, en tout cas celui-là qui permettait de rejoindre, si on peut dire, de mettre en liaison l'Inde en passant par le Moyen-Orient jusqu'à l'Europe, il contournait complètement le détroit d'Ormuz et le canal de Suez, la vieille voie. Et le canal de Suez, c'est-à-dire des goulots d'étranglement. Donc tout le problème aujourd'hui, c'est donc éviter d'être contrôlé par une puissance hostile. Donc voilà. Et si on peut même le canal de Suez n'est pas spécialement contrôlé par une puissance hostile ni à Israël puisqu'il y a un traité de paix ni aux États-Unis, mais c'est bien d'avoir une alternative possible parce que qui sait ce qui peut se passer dans le canal de Suez? Il suffit d'y couler 2 ou 3 bateaux et il est bloqué pour plusieurs semaines, ce qui obligerait les navires à des circuits totalement coûteux et démesuré en temps et en argent. Face à ce projet que vous avez analysé, qui s'appelle, je crois, IMEC, c'est-à-dire donc les initiales des pays Inde, Moyen-Orient, Europe, etc. Il y a un projet alternatif qui est en fait en cours de formation à l'initiative de la Turquie, toujours pour rejoindre, faire le lien entre l'Inde et l'Europe, cette fois-ci en passant par l'Irak et la Turquie, justement. C'est un projet alternatif. Exactement. Alors, ça c'est le projet de corridor turc, parce que les Turcs n'ont pas du tout apprécié ce projet de jonction de l'Inde à l'Europe en passant par Israël. Donc, ils ont monté un autre circuit alternatif avec les bateaux qui rentreraient dans le détroit d'Ormuz en supposant qu'ils puissent naviguer librement, qui arriveraient jusqu'au port d'Irakien de Fujairah, je crois, ou de Jumeirah, je ne me rappelle plus le nom. Et de là, ils seraient transbordés sur des trains ou des camions et qui iraient ensuite traverser la Turquie et seraient acheminés ensuite en direction de l'Europe. C'est un circuit alternatif, pourquoi pas? Tout est possible. Tout c'est à la fois une question de coût et de sécurité. Ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que la mondialisation heureuse que j'ai décrite dans un premier temps était uniquement axée sur la réduction des coûts, c'est-à-dire que pas de stock, tout arrivait en temps voulu, c'était extraordinaire, les marchandises circulaient, venaient idyllique dans un système de production bien conçu. Aujourd'hui, on introduit le risque et donc on monte des circuits où le risque où ce n'est plus la réduction du coût qui compte, mais c'est la réduction du risque.
Et ça, c'est très important. Alors, vous signaliez dans cet article, en ouvrant un peu les angles de ce processus-là qui est en train donc de se concrétiser, des routes alternatives, des corridors qui sont directement des armes pour peser sur les adversaires. Vous concluez avec une idée fort intéressante que les échanges aujourd'hui se font davantage entre ce que vous appelez des économies géopolitiquement alignées, comme vous en avez donné quelques exemples, et à l'inverse de ce qui se passait avant, où il y avait ce qui comptait, c'était surtout la seule distance géopolitique qu'on essayait comment dirais-je, de surmonter par ces corridors. Aujourd'hui, les alliances et les regroupements se font selon d'autres critères. Oui, c'est ça, parce que pendant 30 ans, les Occidentaux ont vécu sur un mythe, sur le mythe de la mondialisation heureuse. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'ennemis, tout le monde participait à la construction d'un système d'échange de marchandises où tout le monde, c'était un système dans l'esprit des Occidentaux, win-win, donc chacun gagnait de l'argent, etc. Et en fait, ce que personne n'a vu, c'est que la Chine a construit tout à fait autre chose. Elle a construit un dispositif de guerre qui passait par l'économie. C'est ça qui était très nouveau. C'est que jusqu'à l'Union soviétique, jusqu'à la chute de l'Union soviétique, l'ennemi, c'était celui qui conquérait des territoires. Avec la Chine, on rentre dans un nouveau système où l'ennemi, c'est celui qui assujettit votre économie à la sienne et qui contrôle votre économie par des goulots d'étranglement que sont les terres rares ou que sont les fibres optiques ou toutes sortes de moyens qu'on peut imaginer. Avec la Chine, on est dans un jeu de pouvoir, alors qu'avec les États-Unis, on était dans un système avec, disons, de pouvoir aussi, mais c'était un système où tout le monde pouvait y trouver son compte. Alors justement, ce qui est intéressant dans ce que vous venez d'expliquer, une chose que nous avions relevée dans d'autres magazines, d'ailleurs, en nous interrogeant à plusieurs reprises sur les visées stratégiques de la Chine avec ces fameuses routes de la soie, ce qu'on appelait les nouvelles routes de la soie, et la Banque internationale que Beijing a créé pour financer ces immenses travaux. Je crois que ce projet touche toujours 53 pays de la planète, peut-être même un peu plus, depuis l'Extrême-Orient, en passant par l'Asie centrale, le Moyen-Orient, la Corne de l'Afrique, et aussi la Méditerranée orientale, jusqu'à la Grèce et même l'Italie. Plus d'une cinquantaine de pays sont... Même Israël aussi. Et Israël au milieu. Et donc, en fait... Oui, parce que le port de Haïfa, c'est un port qui fait partie des routes de la soie. Alors, comme vous le disiez, cette stratégie, elle est évidemment au profit de la Chine, puisque c'est eux qui financent ces immenses travaux d'infrastructure, de viaducs. D'ailleurs, on avait eu des images, notamment, je ne sais pas si c'est en Azerbaïdjan, ou en tout cas un pays frontalier avec l'Iran, où les Iraniens ont construit en 3-4 ans des autoroutes de montagne, mais alors sidérants sur des piliers, sur des, si vous voulez, des ponts suspendus dignes d'un film de science-fiction. Et tout ça, en fait, dans la mesure où ils construisent, ils aident au désenclavement des économies de ces pays en question. Et ça a l'air d'être une sorte de main tendue, puisqu'ils apportent la main-d'œuvre, le savoir-faire, les capitaux, pour faire tous ces grands axes routiers et autres, et des ports aussi qu'ils ont construits. Mais en fait, c'est comme vous le disiez, une avancée à bas bruit de manière géopolitique pour prendre, en fait, de manière impérialiste, le contrôle de tous ces pays. Exactement, exactement. La Chine a compris que ça ne servait à rien de monter des armées qui menaçaient la sécurité ou la liberté des autres pays. Il suffit l'investissement dans des économies émergentes provoquait une économie d'endettement qui faisait que ces États étaient de toute façon redevables à la Chine et de toute manière, tous les travaux d'infrastructure qui étaient financés dans ces pays profitaient in fine à la Chine parce que c'était des circuits alternatifs qui permettaient à la Chine d'exporter et de pomper des marchandises, d'exporter des flux, des énergies et d'en capter des nouveaux pour pouvoir fonctionner parce que la Chine est un pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est très enclavé géographiquement et que donc c'est une manière de se désenclaver, de monter des circuits alternatifs partout sur la planète pour pomper, mais c'est une espèce de pieuvre aspirante et soufflante qui est tout à fait sidérante. Personne n'a jamais vraiment
compris, mais je lisais récemment dans le Wall Street Journal, il citait un exemple, l'assujettissement de certains pays d'Afrique, tel que même quand les entreprises chinoises qui font des travaux provoquent des catastrophes écologiques qui sont nocives à la population, eh bien, les gouvernements locaux ne s'en prennent pas à la Chine, ils s'en prennent à la population qui proteste et ils reviennent vers la Chine pour redemander des aides et des subventions supplémentaires. C'était un papier qui concernait, je crois, le Ghana en Afrique, et c'était un truc hallucinant Alors parce c'est qu'il y avait final. des gens qui mouraient. Sans faire de jeu de mots, c'est comme si l'Empire du Milieu, le nom traditionnel qui avait été donné à la Chine, l'Empire du Milieu. D'ailleurs, c'est pas le seul empire qui s'intéresse à passer par le Moyen-Orient. La Turquie, un ancien empire, l'Iran, un ancien empire, l'URSS, les États-Unis. Aujourd'hui, Israël, le petit Israël a affaire, ça c'est un autre sujet, mais à 5 empires en face de lui. Mais en tout cas, l'Empire du Milieu, justement enclavé dans ses mers et dans ses chaînes de montagnes, en Asie, eh bien, elle a donc pu contourner ce milieu-là en trouvant des routes alternatives. C'est l'empire donc de l'ex-milieu, puisque maintenant ils sont Oui, partout. absolument, absolument. C'est l'empire du désenclavement. Et ça, moi, ce que je trouve fascinant dans cette affaire, c'est que c'est rare que l'économie est généralement florissante en période de paix. Là, c'est un outil de conquête. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que la Chine a montré au monde et à sa population que les lois du marché pouvaient être maniées parfaitement par un parti communiste qui avait des visées totalitaires sur son pays et sur l'ensemble de la planète. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que on a les Occidentaux à la chute du mur de Berlin ont cru que ils ont trouvé très malin d'investir en Chine parce qu'ils disaient haha, on leur apporte la peste, ils vont devenir une démocratie comme nous et dans 20 ans c'est réglé. C'est le contraire qui s'est produit. C'est le contraire. Et c'est le contraire qui s'est produit. Et c'est ça Écoutez, qui est très très intéressant. merci beaucoup Yves. Le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Je vous remercie vraiment de ces remarques intéressantes. On essaiera de se retrouver dans quelques semaines à nouveau, d'autant que la question dont on n'a pas parlé, mais qui est centrale dans votre analyse globale, c'est la question des solutions qui pourraient être avancées par rapport notamment au détroit d'Ormuz, puisqu'il y a aussi des routes alternatives, mais on en reparlera peut-être une prochaine fois. Merci en tout cas. Avec plaisir en tout cas. Merci à vous. Merci pour votre disponibilité. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés et dans quelques semaines pour notre prochain magazine. Shalom.